Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le processus de calcul de la valeur des transferts monétaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, dont nous aurons l'honneur et le plaisir d'avoir le partage d'expérience du Cash Working Group du Niger et du Cameroun. Mais avant, je tiens tout d'abord à vous remercier tous et toutes pour avoir accepté de participer à ce cadre d'échange, de partage d'expérience, comme vous l'avez vu dans l'annonce. C'est un webinaire que nous voulons interactif, participatif, donc il ne va pas se limiter uniquement aux deux présentations, mais éventuellement, s'il y a d'autres pays qui ont d'autres expériences ou d'autres défis à partager, l'espace ils sont les bienvenus dans cet espace. Nous tenons principalement à remercier les deux Cash Working Group du Niger et du Cameroun qui ont bien voulu accepter de partager leur expérience à travers des présentations PowerPoint que nous allons découvrir tout à l'heure. Nous remercions également notre barre de fonds, USAID, à travers le Bureau des affaires humanitaires. Donc, sans plus tarder, Sophie, si on peut passer déjà à la slide la prochaine slide. Donc, pour les modalités pratiques, vous l'avez sans doute constaté, ça sera enregistré, le webinaire, parce que nous voulons aussi, pour d'autres qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous aujourd'hui, de pouvoir le réécouter. Il y aura aussi une traduction simultanée en français, en anglais et anglais-français, au cas où il y aura des changements de langue. Et on va demander aux différents présentateurs de bien vouloir parler lentement, autant que possible, pour permettre aux interprètes de bien les suivre et assurer une traduction la meilleure possible pour les participants. Donc, comme tout webinaire, nous avons deux canaux de discussion. Donc, il y a un canal de discussion classique que tout le monde connaît pour le Zoom, mais il y a aussi un autre canal questions-réponses, là où nous vous invitons à poser vos questions. Parce que si que vous voulez que ça soit pris en compte, il faut que les questions soient posées dans ce canal. Autrement, dans les discussions, ce sont essentiellement des contributions, genre des ajouts d'autres expériences, etc., et que vous voulez bien partager. Autre chose aussi, nous voulons autant que possible donner pour la parole de temps en temps, au besoin, si c'est possible, si le temps nous le permette, pour que certaines contributions puissent être faites directement oralement. Donc, vous aurez peut-être aussi cette possibilité d'amende de temps que nous aurons, mais nous vous invitons à poser les questions uniquement dans le canal questions-réponses. Maintenant, les autres commentaires, on peut les laisser dans le canal discussion classique. Prochaine slide. Donc là, spécifiquement, c'est pour l'interprétation. Donc, vous aurez, comme je l'avais dit, le canal, pour ceux qui ne le savent pas, deux canaux en anglais et en français. Donc, dépendamment de la langue que vous voulez écouter, vous pouvez choisir soit le canal français ou bien le canal anglais, comme vous le voyez. Donc, en principe, vous devrez avoir cette icône globe terrestre en bas, légèrement à droite de votre écran. Donc, cliquez là-dessus et c'est cette petite fenêtre-là que vous voyez va s'afficher. Vous allez choisir la langue avec laquelle vous voulez écouter le webinaire. Prochaine slide. Voilà. Donc, je disais aussi, nous avons deux expériences du Niger et du Cameroun que nous aurons, que les deux Cash Working Group ont bien voulu partager avec nous. Donc, comme panélistes, nous aurons, pour le Cash Working Group du Cameroun, nous aurons Thierry Ndaï, qui est le lead du Cash Working Group du Cameroun, qui sera avec un autre collègue, Diaba, du Programme alimentaire mondial Cameroun. Et nous aurons
aussi pour le côté du Niger, du Cash Working Group du Niger, et Fadima, qui est le lead du Cash Working Group du Niger, qui sera avec Anna du Programme alimentaire mondial. Donc, moi, que vous voyez ma photo, je suis le représentant régional adjoint du CALP en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis le facilitateur principal de ce webinaire. Prochaine slide. L'agenda est structuré ainsi qu'il suit. Donc, nous avons passé l'introduction ainsi que les modalités pratiques. Donc, tout ce qui est question de panélistes et puis la traduction simultanée. Ce qui nous reste dans les modalités pratiques, c'est l'agenda que vous voyez ici. Donc, nous voulons commencer par un petit quiz sur le MIB, le panier de dépenses minimum et le montant du transfert. Là, c'est 3 questions que nous allons poser aux participants. Donc, ils vont cocher la bonne réponse et puis après, on va afficher les résultats. L'idée pour nous, pour ce quiz, c'est une façon de bien recadrer les débats, donc éviter des questions sur des termes techniques clés. Donc, ça nous permettra de gagner un peu plus de temps. Si on se fixe déjà, on s'accorde sur la définition du panier de dépenses minimum et du montant du transfert. Puis après, nous allons commencer le vif du sujet, comme on dit, avec le partage des expériences des 2 Cash Working Group du Cameroun et du Niger, qui auront chacun 20 minutes pour partager son expérience. Et après, on va ouvrir le canal des questions, réponses, discussions. Et c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Et bien sûr, même pendant les présentations, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les canaux questions-réponses pour poser, mais essentiellement, les discussions et les questions-réponses vont se passer à partir de, pendant ces 25 minutes de questions-réponses. Donc là aussi, je le disais tantôt, s'il y a la possibilité, on pourra aussi éventuellement donner le micro pour certaines contributions que nous allons voir dans le canal des discussions classiques. Donc, tout ce qui est contribution, genre partage d'expérience, vous les mettez dans le canal normal, genre classique. Mais si c'est une question, il faut la poser directement dans le canal questions-réponses. Comme ça nous permettra de les prendre plus en charge plus facilement. Et enfin, nous allons clôturer, faire un résumé et puis clôturer le webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le quiz que je vais lancer tout à l'heure. Voilà. Donc, le quiz est lancé. Je laisse ouvert 2 minutes. Donc, vous pouvez déjà commencer à répondre. Donc, il y a 3 questions. Il y a une première question sur le panier de dépenses minimum et la valeur du transfert, qu'on appelle montant du transfert quelque part. Donc, vous pouvez déjà commencer à répondre. Et il y a une deuxième question sur la valeur du transfert elle-même. Puis une troisième question complètement en bas. Donc, le quiz est toujours ouvert. Vous pouvez toujours continuer à répondre.
Encore une dizaine de secondes et puis on arrête. Donc, je vais arrêter le sondage tout de suite. Et je vais partager les résultats. Alors, donc, voilà les résultats. Donc, le panier de dépenses minimum et la valeur des transferts ne sont pas la même chose. Là, la majorité d'entre vous avez trouvé la bonne réponse. En revanche, nous avons des réponses partagées pour la deuxième question, la valeur du transfert, ou bien c'est en fait le montant qui représente l'écart, quelque part on dit en anglais le gap entre le panier de dépenses minimum et les besoins que les ménages sont déjà en mesure de couvrir. Donc, ces besoins qui sont couverts par les ménages, ils peuvent être soit par eux-mêmes ou bien à travers d'autres assistances qu'ils ont reçues. Donc, normalement, le montant du transfert, c'est juste ce qui manque pour juste compléter les 100% du panier de dépenses minimum. Donc, c'est ça la réponse correcte. Maintenant, pour la troisième question, le panier de dépenses minimum est la seule approche utilisée pour calculer la valeur du transfert. Et là, la réponse est non, parce qu'il y a bien d'autres approches qu'on peut utiliser, notamment la HEA, etc. Donc, il n'y a pas que l'approche de dépenses, il n'y a pas que le panier de dépenses minimum qu'on peut utiliser, il y a bien d'autres approches. Même si ici, dans le cas de ce webinaire, nous allons plus focus, travailler ou évoquer le panier de dépenses minimum. Mais sachez qu'il n'y a pas que cette approche, il y a bien d'autres approches. Donc, voilà un peu ce que nous avons voulu commencer avec ça pour un peu recadrer les principales définitions des termes clés que nous allons aborder tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup à tous, y compris ceux qui n'ont pas eu le temps de compléter ce quiz. Voilà, je vais arrêter le partage. Et puis, on peut continuer. Prochaine slide. Donc là, la prochaine slide, c'est on va commencer maintenant directement avec le partage des expériences des deux cash working group comme nous l'avons annoncé. Donc, nous allons commencer par l'équipe du Cameroun. Donc, Diaba. Bonjour, merci beaucoup Abdoulaye. Bonjour, chers collègues. Je voulais que Thierry fasse l'introduction. Moi, je suis plus du Cameroun. Je suis en consultance ici, très bien payé par Thierry. Donc, je le laisse le soin d'introduire un peu le temps que j'aille sur la présentation elle-même. Thierry, à toi. Bonjour Diaba, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Merci à Abdoulaye, merci aussi aux collègues, tous les collègues du CAP à Dakar pour cette invitation. Et merci à tous d'être en ligne. Alors, l'expérience du Cameroun que nous allons partager est le fruit d'un processus qui aura commencé au mois de mai de l'année dernière. Et il a été question, premièrement, de voir ensemble, dans le cadre du Cash Working Group, comment est-ce que nous pourrions mettre à jour et surtout harmoniser les valeurs de transfert. Et donc, les ressources ont été mobilisées, les discussions se sont tenues dans le cadre du Cash Working Group d'abord. Ensuite, au niveau de l'intersecteur, où il fallait présenter le projet. Et après la présentation du projet et qu'il a été entériné par l'intersecteur, un groupe de travail technique a été mis sur pied qui regroupait des experts et aussi des volontaires
des principales agences et organisations qui mettent en œuvre le cash au Cameroun. Le groupe de travail s'est mis immédiatement, je vais peut-être faire une redondance au travail. Nous bénéficions de l'appui d'un cash-cap, Charlie Rapoport, qui facilitait la coordination donc, avec Diaba. Et la première étape a consisté à discuter avec les secteurs, les leads sectoriels, pour convenir ensemble avec, ou alors recevoir leur guide aux orientations sur leur panier de dépenses. Et à la suite de ces étapes-là de discussion avec les différents leads, nous sommes parvenus donc à l'analyse proprement dite. Donc, les premiers résultats ont été obtenus, partagés au sein du Cash Working Group. Puis, au cours d'un atelier, au cours duquel on avait les donateurs, le gouvernement et tous les acteurs qui ont été invités avant d'être présentés à l'intersecteur. Le processus, pour ce qui est de la validation, reste encore à être parfait. Donc, je vais donc laisser la possibilité à Diaba de présenter les résultats tels que nous les avons obtenus et peut-être revenir plus tard sur les différentes opportunités et challenges qu'on a rencontrés. Over to you, Diaba. Merci beaucoup Thierry. Merci également Abdoulaye. Bonjour chers collègues, chers participants de ce webinaire sur le partage d'expériences du travail de calcul de la détermination du panier des dépenses minimum, communément appelé MEB, mais également de la détermination de la valeur du transfert monétaire pour les opérations d'assistance alimentaire et également non alimentaire au niveau du Cameroun. Thierry est revenu en résumé sur les différentes étapes qui ont conduit à son élaboration, notamment toute la participation des différents secteurs et des différentes instances de validation qui y sont. Je vais peut-être m'appesantir fondamentalement sur le processus de calcul en lui-même ainsi que sa validation. Next slide, please. Alors, j'ai quand même jugé nécessaire, ne connaissais pas tout à fait l'audience de ce jour, à commencer par c'est quoi un MEB ou le panier de dépenses minimum, sachant que l'audience pourrait être variée, au moins revenir sur les principes de base, les fondamentaux de base pour qu'on ne se perde pas. Abdoulaye a bien fait de rappeler, ici on se calque uniquement sur le modèle de dépenses. Il y a le modèle HRA ou l'autre modèle calorifique qui permettent d'estimer effectivement cette valeur de panier de dépenses minimum et de la détermination de la valeur de transfert monétaire qui y sont. D'abord, la première précision à faire, c'est que le MEB en soi n'est pas ce que les ménages ont besoin pour couvrir l'essentiel des besoins essentiels. Et de ce point de vue, ce n'est pas un seuil monétaire qui est équivalent à la ligne de pauvreté. Parce que quand on parle de pauvreté, on a différentes dimensions de pauvreté. Il y a la pauvreté monétaire, il y a la pauvreté multidimensionnelle ou la pauvreté non monétaire, tout simplement. Ce n'est pas non plus ce dont les ménages dépensent qui soit inférieur à cette ligne de pauvreté ou supérieur à cette même ligne de pauvreté. Ce n'est pas non plus, en deuxième élément, l'équivalent de l'ensemble des besoins essentiels du ménage, que ce soit un besoin en termes de couvrir ou partiellement grâce au marché. Ça aussi, c'est un élément qu'il faudrait préciser. L'autre précision, je pense que les questions de tout à l'heure l'ont montré. Le MEB, donc le panier de dépenses du minimum, n'est pas l'équivalent de la valeur de transfert monétaire qui est calculée à partir de ce MEB. Plus besoin de développer là-dessus. Abdoulaye en a fait tout à l'heure l'exposé. Disons que si le MEB n'est pas l'entièreté des besoins, c'est donc il reflète les besoins essentiels minimums de base.
pour un ménage quelconque typique de taille standard acceptée. Je pense que ça, c'était les 4 premières précisions qu'il fallait qu'on fasse, au moins pour camper le décor. Next slide, please. Alors, dans ce cas de figure, le MIB lui-même, il est fait pour quelque chose, puisqu'il ne capte que l'essentiel des besoins minimums de base, il permet de faire globalement quoi? D'abord, il peut permettre d'identifier une ligne de pauvreté ou plus simplement une ligne de personnes vulnérables qui puisse être identifiée et définie afin d'appuyer les besoins de ciblage. Qui dit ciblage dit priorisation, puisque nous sommes à une étape où les ressources ne sont pas conséquentes, il faut effectivement faire une priorisation des ménages. Donc, à partir de la dépense ou des dépenses des ménages, on peut établir un seuil ou des indicateurs nous permettant de déterminer les personnes les plus à même d'être assistées. Il peut également appuyer la décision en ce qui concerne l'assistance reçue. Est-ce qu'au regard de la forte dimension de marché, puisqu'il y a une forte dimension calcul, collecte des données sur les prix, fonctionnalité des prix, ou plus exactement le niveau de fonctionnalité des prix, appelons ça MFI, Market Functionality Index, ou de indice de fonctionnalité des prix, peut permettre de déterminer aux différentes associations, organisations humanitaires de pouvoir déterminer quelle est la zone où on pourrait, en plus des autres études de faisabilité de cash, quelle est la modalité de réponse la plus appropriée dans le cadre d'une quelconque assistance. Il peut également permettre d'examiner une tendance des coûts. Je pense que l'exemple du Cameroun est fort éloquent là-dessus, puisqu'à partir du moment où on a déterminé le MIB, il y a un suivi qui est mis en place par Thierry et son équipe pour voir quel serait l'impact des coûts de la vie au regard des facteurs exogènes et endogènes, je peux nommer Covid, crise ukrainienne, quel serait l'impact de ces différents éléments pour pouvoir voir les tendances de départ, mais également l'impact sur le coût de la vie. Autre élément fondamental, c'est qu'il n'est pas adapté qu'aux besoins alimentaires. L'exemple de Cameroun également va le montrer. Il peut être adapté aux besoins liés à l'assistance alimentaire, à la télécommunication, aux abris et biens non alimentaires. Bref, l'ensemble des sous-secteurs que compose la réponse humanitaire et de développement, ou si vous voulez même de nexus humanitaire, développement et paix, le MIB peut être utilisé pour fondamentalement offrir une panoplie d'outils et d'aide à la décision aux acteurs humanitaires qui s'activent dans le domaine du CAS. Next slide, please. Ici, juste rappeler, si besoin il en était également, l'intégration de l'analyse MIB transfert value ou valeur de transfert monétaire dans le cycle programmatique et de réponse humanitaire. C'est un schéma très succinct, mais qui rappelle véritablement les besoins d'avoir une valeur de transfert monétaire harmonisée pour nourrir la réponse. Mais ce besoin en soi s'inscrit dans un cycle programmatique que nous connaissons tous, le cadre harmonisé pour la région d'Afrique occidentale, mais également tout le processus HNO-HRP où, dans l'estimation des coûts, ce besoin d'avoir une valeur monétaire, que ce soit pour le multiple purpose cash, que ce soit pour les autres interventions sectorielles, puisse permettre d'harmoniser et d'arriver à un calcul et d'estimation de la valeur de la réponse humanitaire qu'il faudrait faire. Mais également harmonisation en termes d'assistance alimentaire. Donnons un exemple où 2 organisations s'activent et apportent une réponse dans une zone géographique donnée. Je donne l'exemple de ACF et d'IPAM, alors que dans cette même zone, il y a 2 valeurs de transfert monétaire différentes. Vous voyez tout ce que ça peut impliquer comme risque de protection, d'incompréhension, d'inclusion ou d'exclusion, ou parfois même de complainte et de confusion. Au regard, en tout cas, des chocs qui sont déterminés, qui sont les mêmes pour la même zone, d'où cette nécessité d'apporter, au regard des différentes réponses ici à l'assistance, que ce soit une réponse suivant la modalité cash-based transfert, que ce soit la réponse suivant la modalité in-kind, ici appelée VIV.
je me suis limité à la modalité CBT, où il nous faut déterminer d'abord le panier de dépenses minimum, ici appelé MEB, ensuite en déduire la valeur de transfert monétaire, mais également déterminer tout le cycle de coordination humanitaire pour justement avoir recourir à ce besoin d'inclusion, d'harmonisation et d'acceptation de l'ensemble des acteurs humanitaires de la valeur qui est proposée, calculée au regard en tout cas des différents backgrounds, des différents secteurs. Mais il y a une étape également importante que le Cameroun a fait, c'est l'advocacy. Thierry en est revenu. Dernière étape. Une fois que la valeur elle est calculée, acceptée, puisqu'il y a le gouvernement là-dessus, il y a tout ce travail d'advocacy également qui est mis en œuvre dans ce cas de figure. Next slide, s'il vous plaît. Ici, c'est un récapitulatif de l'ensemble des besoins dans le cycle d'analyse et d'interprétation de la valeur de transfert monétaire et bien entendu du MEB. Dans le cas de l'exemple du Cameroun, il fallait d'abord déterminer quelle approche utiliser. Abdoulaye en a dit, il n'y a pas que l'approche dépense. Mais on était parti du postulat de base, l'approche dépense. Donc, l'indicateur ici principal concerne bien entendu les dépenses alimentaires et non alimentaires. Quel est le panier alimentaire, les aliments, les groupes d'aliments et leurs apports calorifiques que le Cameroun utilise afin de revoir et de comprendre les prix ainsi que leur composition dans le panier de la ménagère. Mais également, il y a d'autres éléments fondamentaux qu'il faudrait considérer. La saisonnalité et le contexte. Puisque la consommation en elle-même change, les prix en eux-mêmes changent suivant la période. Une fois qu'on a déterminé le point d'entrée, il fallait voir également la collecte des données. Et on est parti de ce qu'on appelle le Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis pour collecter l'essentiel des données de base dont on aurait besoin, en les combinant effectivement aux données des prix et des marchés, mais également des préférences alimentaires pour chaque district du Cameroun pour en déduire effectivement les valeurs calorifiques. Après, il fallait recourir également à tout ce qui est système national, à l'ensemble des partenaires nationaux opérant dans le domaine humanitaire pour assurer cette dimension participation, inclusion. D'où le GTSA, les acteurs du cluster, mais également FuseNet, ainsi que d'autres acteurs que je n'ai pas listés ici. Après ça, il y a la dimension communication, plaidoyer, tout au long du cycle de calcul de la valeur de transfert alimentaire jusqu'à sa validation, mais également jusqu'à sa propulsion et l'intégration dans le cadre des réponses humanitaires pour que l'ensemble des acteurs puissent avoir une valeur harmonisée, mais également qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leurs différentes réponses. Next slide, s'il vous plaît. Ici, on a tenté de récapituler du point de vue statistique, mais véritablement simplifié, les différentes étapes de calcul de la valeur de transfert monétaire, mais également les autres étapes qui ont aussi. À partir du moment où on a déterminé le besoin d'avoir une valeur de transfert harmonisée, il fallait voir également comment recourir à des données régulières. Quelle est l'approche, les procédures que nous avons utilisées pour le faire, l'inclusion, la participation de l'ensemble des partenaires, la discussion avec l'ensemble de ces partenaires pour expliciter, faire comprendre, faire valider et accepter par tous les partenaires l'approche et la méthodologie qui avaient été utilisées. Une fois qu'on a dit cette étape, il y a cette approche également d'analyse de la qualité des données. C'est une donnée de CVSVA où il y avait 18 000 mélanges du Cameroun qui avaient été collectés. Il fallait faire une analyse, un appurement pour vérifier la cohérence, la solidité des données qui ont été effectives. À partir de ce moment également, il faut faire le calcul des dépenses. Rappelez-vous qu'on parle de dépenses alimentaires et de dépenses non alimentaires. Je voudrais mettre un accent ici sur deux approches ou sous-approches. C'est vrai qu'il y a une approche dépense en elle-même, mais au niveau de l'expérience du Cameroun, on a utilisé une approche hybride. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les dépenses alimentaires, nous avons effectivement regardé les tendances des prix des 15 dernières années pour en faire ressortir une moyenne, mais pour les autres secteurs, nous avons plutôt estimé ce qu'on appelle les coûts des dépenses, donc l'approche droite.
C'est la combinaison de ces deux approches-là qui nous donne ce qu'on appelle l'approche hybride. Dépenses alimentaires pour tout ce qui est articles alimentaires, coût des articles ou produits non alimentaires comme abris et biens non alimentaires, éducation, où un travail important avait été effectué par Thierry et son équipe dans la constitution de ce coût, dans l'harmonisation de ce coût et dans l'acceptation et la validation de ce coût pour chaque sous-cluster. Ça veut dire que l'éducation a dû travailler ensemble entre eux pour nous faire ressortir des coûts harmonisés. Abris et biens alimentaires en a fait de même. Eau, hygiène et assainissement en a fait de même. Une fois que vous avez ces dépenses alimentaires également, il faut ce qu'on appelle calculer la capacité économique des ménages. La capacité économique des ménages est la différence entre les dépenses du ménage par rapport au niveau théorique dont le besoin devrait être. Je donne un exemple très simple. En théorie, une personne a besoin de 2100 kcal par personne par jour. Au regard de ces valeurs calorifiques, le coût de ces valeurs devrait être de 10 000 francs. Est-ce que le ménage est capable d'assurer la couverture à partir de ses revenus, l'ensemble de ces 10 000 francs ou non? Mais pour ce faire, on définit ce qu'on appelle une cohorte. Je disais tout à l'heure que nous avons un échantillon de 18 000 ménages. Dans un échantillon pareil, il y a ce qu'on appelle l'hétérogénéité. On définit la cohorte à partir d'un certain nombre d'indicateurs de vulnérabilité à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont les stratégies d'adaptation, la part des dépenses alimentaires, le Food Consumption Score, entre autres, pour au moins enlever les ménages qui s'écartent un peu du cycle homogène global de la population mère et totale. C'est une fois qu'on détermine cette cohorte que le calcul du MIB s'effectue pour pouvoir effectivement calculer la valeur du transfert monétaire. Une fois qu'on calcule le MIB, ensuite on fait la soustraction entre le panier de dépenses minimum et la capacité économique des ménages pour déterminer le gap. C'est pourquoi dans d'autres méthodes, on l'appelle le gap analysis, afin de pouvoir faire ressortir effectivement la valeur de transfert alimentaire pour l'ensemble des secteurs, mais également pour le multiple purpose gas. Après cela, également, il y a tout un travail de plaidoyer, de sensibilisation qui est effectué, tout le processus de validation également avant ce plaidoyer pour qu'on puisse l'utiliser dans le cadre du cycle programmatique humanitaire afin d'apporter des réponses idoines et avoir une valeur de transfert harmonisée. Next slide, s'il vous plaît. Juste un petit rappel du processus ayant conduit à l'élaboration du panier de dépenses minimum au niveau du Cameroun. Thierry l'avait introduit tout à l'heure. C'est un processus qui a débuté en mai 2022 en recrutant un consultant, probablement à ma personne, qui a également conduit tout le background ou l'analyse technique, tout le support technique pour concilier la partie alimentaire, mais également la partie non alimentaire. De considérer également, comme je l'ai indiqué ici, les dépenses alimentaires et non alimentaires, mais également les tendances plus l'approche droit pour ce qui est eau, hygiène et assainissement, éducation, abri et biens non alimentaires. Une fois qu'on a réussi au niveau des différents secteurs dans un processus itératif, ce qu'on appelle beaucoup de va-et-vient, beaucoup trop passionnant, beaucoup de débats, beaucoup d'enregistrements. Nous avons présenté en novembre 2020 les résultats au niveau de l'équipe humanitaire pays, mais également élargi aux donateurs pour les faire part du premier draft d'analyse des résultats du panier de dépenses du minimum, afin d'avoir également un retour et de voir quelle est la vision des donateurs ou des décideurs politiques par rapport à cette valeur, parce qu'il y a également des considérations programmatiques qu'il fallait prendre en considération. Après cela, on a effectivement eu des retours positifs et procédé à une première validation pour ce qui est le panier multiple purpose case, pour ce qui est de l'alimentation, éducation, WASH. Mais il y avait des commentaires du secteur abri et biens non alimentaires qui demandaient
à enlever le prix de la location dans le calcul du MPC. Pour revenir un peu sur les éléments contextuels, c'était dans la zone sud-ouest, nord-est, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, nord-ouest, sud-ouest. Le prix de la location étant des IDP n'était pas harmonisé au niveau de cette zone et il fallait véritablement éviter que ça n'influence positivement ou négativement la valeur du MPC. D'autant plus que la location en elle-même, ce n'était pas par personne, alors que le MEB est calculé par personne par jour, ensuite rapporté au mois. Mais ces commentaires du secteur abri et biens non alimentaires avaient été intégrés et nous avons abouti à la mise à jour de cela dans la période d'avril-mai pour revenir et faire ressortir une nouvelle valeur de MPC qui excluait effectivement la partie location. Ça n'exclut pas tout le secteur abri et biens non alimentaires. Je pense que la précision vaut la peine, mais ça quand même exclut parmi les items ou produits du secteur abri et biens non alimentaires la partie location. La période de mai-juin, tous les documents ont été mis à jour puisque à partir de novembre, on avait tout ce qui est fact sheet, tous les documents nécessaires, le rapport lui-même a été validé. Donc, à la suite de ces commentaires du secteur abri et biens non alimentaires, nous avions dû mettre à jour ces parties des documents afin de présenter et d'avoir une validation finale au niveau de l'intersecteur qui supportait l'ensemble des secteurs qui s'activent dans le domaine du Kasso-Singro. Disons tout simplement qu'avant cet intersecteur, nous avons été effectivement à ce niveau. Next slide, s'il vous plaît. Après tout ce processus itératif, beaucoup de dialogue, beaucoup de calculs, de révision, nous avons abouti fondamentalement à 3 résultats. Le premier a concerné le résultat sur le panier des dépenses alimentaires et non alimentaires. Et cela pour chaque zone de crise et pour chaque type de réponse de chaque secteur. Zone de crise au Cameroun, on en a, disons, 3. La première zone de crise, elle est fondamentalement liée à la crise anglophone, donc dans la zone nord-ouest-sud-ouest. La deuxième zone de crise est liée à tout ce qui est phénomène islamiste, djihadiste, le Far Nord. Et la troisième zone de crise est liée à tout ce qui est réfugié centrafricain. Il y avait une quatrième zone de crise, Douala, Yaoundé, urbain, où les gens, le secteur de l'éducation voulait qu'on intègre puisqu'il y avait effectivement du point de vue périphérique de ces zones, mais on n'avait pas suffisamment d'éléments nous venant de l'UNICEF nous permettant de pouvoir intégrer cela finalement dans le cadre de ces résultats. Le même travail ou le même résultat est effectivement obtenu également pour les valeurs de transfert alimentaire et non alimentaire, pour chaque zone de crise, mais également pour chaque type de réponse de chaque secteur. Après ce qu'on a fait, on a essayé de voir pour la valeur de transfert alimentaire, quelle est sa véritable couverture par rapport au seuil de pauvreté. On va y revenir, seuil de pauvreté intermédiaire et international, mais également par rapport au salaire minimum qui est déterminé au niveau du Cameroun. Next slide, s'il vous plaît. De fait, ici, on a les valeurs du panier de dépenses minimum pour chaque zone de crise. Ce n'est pas l'appel de revenir sur les chiffres à proprement parler. On va pour le bassin du lac Tchad, où c'est le phénomène djihadiste dont je parlais, la crise centrafricaine avec les réfugiés centrafricains, mais la crise anglophone, NOZO, nord-ouest, sud-ouest, c'est les 2 régions anglophones du Cameroun. Next slide, s'il vous plaît. Après, on a aussi, je disais, pu obtenir la réponse pour chaque zone de crise, mais également pour chaque type de réponse. RRM, c'est tout ce qui est mécanisme de réponse rapide. Protactique, on sait que c'est des réponses à crise plus ou moins prolongées, mais également tout ce qui est création d'actifs, assistance alimentaire pour la création d'actifs durables, communément appelé dans le jargon humanitaire Food for Asset, FFA. La valeur étant individuelle, nous avons effectivement effectué ce qu'on appelle le capping au regard de la taille
minimale des ménages au niveau du Cameroun, mais de voir en termes de taille des ménages, à quel moment les dépenses se stabilisent. Vous avez une taille de ménage de 3, l'autre a une taille de ménage de 6, 17, mais il y a des dépenses, malgré la taille du ménage, vont se stabiliser à un moment donné. Pour le cas du Cameroun et pour la partie alimentaire, c'est à partir de 6 que la taille des ménages se stabilise. Donc, ici, individuel, c'est la valeur de transfert pour une personne par mois. Et HH, household, c'est la valeur de transfert pour 6 personnes pendant un mois. Valable pour le protractique, valable pour le FFI. Maintenant, pourquoi on a dû différencier la réponse de RRM au protractique? On est parti du postulat de base que durant des crises soudaines à fort déplacement de population, la perte de couverture des besoins est beaucoup plus importante dans le cadre des crises prolongées où les ménages ont réussi à développer des stratégies d'adaptation. Ce qui est le cas au niveau du Cameroun dans la partie Nozo, où vous avez de nouvelles personnes déplacées qui ont quasiment tout perdu et des personnes qui sont là depuis 1 an, depuis 6 mois, qui ont pu accéder à la terre, développer certaines stratégies d'adaptation, comme envoyer un membre de la famille au niveau du ménage. Et tout cela, fort heureusement, la caractérisation de la base de données de 18 000 personnes nous permettait d'avoir suffisamment de données possibles pour faire ressortir ces éléments. L'autre élément fondamental, c'est le FFA, Food for Asset. Puisque Food for Asset, on suppose que dans le ciblage, c'est des ménages qui sont moyennement vulnérables, ayant accès à un certain avoirs comme accès à la terre, à la production agricole, et dont le temps de dépendance et le temps de travail est différent, ce qui expliquerait effectivement aussi que cette valeur soit un peu plus basse que celle de protractique, qui est également un peu plus basse que celle de RRM. Next slide, s'il vous plaît. On a effectué ce même travail pour WASH, simplement parce que c'est là où on peut différencier urgence et recovery, redressement. Du point de vue éducation, il n'y a pas une différenciation en termes de crise, ce soit l'école et les privés, soit les publics. Ici, nous avions considéré la partie publique avec toutes les dépenses que cela nécessite, mais également pour tout ce qui est autres basic items, il n'y a pas cette différence puisque c'est des besoins minimums normaux comme les marmites, entre autres, que le secteur abri et bien non alimentaire obtient et dont les prix ne varient pas, dont la couverture elle-même ne varie pas en fonction que ce soit une crise lente ou que ce soit une crise soudaine et urgente. Next slide, s'il vous plaît. On a aussi, dans le cadre du calcul de MPC, tenté de voir pour chaque secteur quelle est la part que cela représente dans le panier global du multiple purpose cast. On va, par exemple, pour chaque zone de crise, on voit la part du food, la part de l'éducation, la part de eau, hygiène, assainissement, la part des articles ménagers et les autres détails. Ça, c'est la figure en haut à gauche. Celle en bas à droite détermine le pourcentage de ces parts pour chaque article dans le panier global du MPC qu'on a réussi à calculer pour chaque zone de crise en tenant compte effectivement des commentaires, des suggestions des différents secteurs que nous avons pu intégrer et valider avec eux tout au long du processus dans l'établissement du panier minimum de base et de la valeur de transfert alimentaire. Next slide, s'il vous plaît. Ici, c'est un récapitulatif, effectivement, pour les autres secteurs, notamment pour le WASH. Je disais tout à l'heure, on a essayé effectivement de calculer pour urgence, mais également redressement, par personne par mois, par ménage par mois, pour chaque type de crise en ce qui concerne le secteur eau, hygiène et assainissement. Pour le secteur abri et bien non alimentaire, effectivement, nous avions déterminé les besoins
mensuels per capita, mais également les besoins mensuels pour chaque ménage. Ici, on a ajouté la dimension annuelle pour le ménage, mais également une dimension annuelle pour chaque personne. Derrière cette idée, c'est qu'on savait que la plupart des réponses de ce secteur d'abri et bien non alimentaire, c'est du one-off. Du moment que c'est du one-off, on voulait aussi avoir des chiffres clairs qui puissent coller, en tout cas, qui puissent être comparés avec ce que le secteur lui-même fait dans le cadre de son assistance. Par exemple, quand ACR donne une bâche, ce n'est pas une distribution mensuelle ou journalière. C'est généralement du one-off qui dure 1 an. C'est également valable pour le secteur de l'éducation où certains articles sont annuels. Le but que tu l'achètes toute l'année, même si tu l'achètes chaque mois, tu dois l'acheter chaque période, et on a besoin d'avoir également en rapport avec le one-off que le secteur éducation fait, de pouvoir déterminer cette valeur au niveau annuel pour pouvoir avoir des bases comparatives nécessaires et de pouvoir se caler aux différents besoins et programmes de ce secteur. Next slide. Ici, nous avons tenté au niveau du troisième résultat dont j'ai parlé, de voir quelle est la couverture de la valeur actuelle calculée par zone de crise. Par rapport d'abord au seuil de pauvreté, mais également par rapport aux besoins, j'ai malheureusement pas, par rapport effectivement au salaire minimum de base, qu'est-ce que cela représente en termes de couverture par rapport aux besoins du ménage. On l'avait pour un autre résultat qu'on n'a pas présenté ici, la valeur de transfert globale, qui est celle utilisée dans le cadre de RRM, mais également la valeur de transfert de survie qui est utilisée dans le cadre des crises prolongées. On l'a fait également pour le Food for Access, mais également pour le MPC, et cela pour chaque zone de crise, pour voir globalement qu'est-ce qu'on apporte aux populations. Et cela pourrait permettre de voir par rapport à ces indicateurs de pauvreté, par rapport au prix, par rapport aux différentes fluctuations du marché, quel est l'apport de l'assistance que les organismes humanitaires apportent et comment est-ce que ça peut fluctuer dans le temps. Next slide, s'il vous plaît. The last one. Ah, je pensais qu'il y avait une étape next, mais bon, je pense que ça a disparu. Je redonne la parole à Thierry, si vous me le permettez. Je pense qu'on a déjà atteint les 20 minutes. Si j'ai omis quelque chose dans le cadre de la présentation. À vous et merci. Merci Diaba. Je pense que tu as été le plus complet possible. La présentation des différentes analyses qui ont été menées et des résultats obtenus. Je propose que le micro soit retourné à Abdoulaye. Et s'il y a des questions qui viennent des panélistes, plus tard, des participants, nous pourrons apporter des réponses. Merci. Over to you, Abdoulaye. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, Diaba, pour cette présentation assez détaillée. Donc, avant de passer à la parole à l'équipe du Niger, donc, je vous informe qu'il y a déjà des questions dont certaines sont posées spécifiquement pour le Cash Working Group du Cameroun. Donc, si vous pouvez déjà commencer à répondre. Mais il y a aussi d'autres questions qui sont posées, mais d'ordre général sur le panier de dépenses minimum ou autres. Bon, si vous pouvez aussi répondre, mais de toutes les façons, que ce soit vous ou nous, bon, tout le monde peut répondre. Mais si vous pouvez déjà prendre en charge les questions du Cameroun, ce serait excellent. Merci encore pour l'équipe du Cameroun. Et nous passons maintenant à la présentation du Niger. Fadima ou Anna, je ne sais pas qui va commencer. À vous. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour tous, merci beaucoup. Donc, moi, c'est Fadima Soumana, je vais commencer. Mais au fait, on a ici un problème de connexion, donc je ne peux pas mettre la vidéo parce que ça risque de déranger un peu, perturber la connexion. Donc, je m'excuse vraiment.
mais j'espère que vous m'entendez très bien. Ouais, super. D'accord. Voilà, en fait, je vais faire un peu, vous présenter un peu le processus que nous avons suivi pour pouvoir calculer le MEB, le panier de dépenses minimum, et aussi les discussions que nous avons eues par rapport aux valeurs de transfert au Niger. Donc, Abdoulaye et puis Diaba sont déjà revenus en détail sur qu'est-ce que c'est que le MEB. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais aller directement sur comment les étapes que nous avons suivies pour pouvoir présenter le processus et calculer le MEB au niveau du Niger. Donc, Diapo. Voilà. Au Niger, il a fallu, je veux peut-être faire un peu l'expérience du Niger par rapport à ce processus. Donc, initialement, vous allez voir ici que la première valeur utilisée ici, c'était déjà la valeur de sécurité alimentaire, donc 32 500 qui était utilisée depuis 2012. Après cela, il y a eu un volume important d'acteurs qui mettaient en place le MEB, les valeurs de transfert au niveau de leur activité. Donc, il y a eu ce besoin d'harmonisation des coûts de transfert qui a été sollicité et souligné par que ce soit les acteurs humanitaires, mais aussi les acteurs du gouvernement. Et c'est suite à cela qu'en 2018, le gouvernement a interpellé le Multisector Cash Working Group et leur a demandé de pouvoir faciliter au fait, un processus de calcul du MEB, de valeur de transfert, pour pouvoir harmoniser les interventions au niveau des terrains. Donc, suite à cela, le Multisector Cash Working Group, qui était déjà mis en place depuis 2018, a mis aussi en place un groupe restreint, donc un groupe technique, donc composé de plusieurs organisations, dont le gouvernement, pour pouvoir au fait procéder au calcul de ce MEB. Malheureusement, en 2018, quand on a mis en place ce groupe technique, les discussions, le travail n'a pas abouti parce qu'au fait, c'était la première fois qu'on parlait du MEB au niveau du Niger. Donc, il y avait cette manque de compréhension du concept par les acteurs. Et il y avait également une faible implication des clusters dans ce processus, donc qui a un peu retardé. Mais également, ce qui a beaucoup retardé aussi, c'était la rotation du staff. Parce que qu'est-ce qu'on appelle la rotation du staff? On avait mis en place ce groupe et on avait un leader qu'on avait mis. Et il y avait ce changement qui a fait qu'à un moment, le groupe ne se réunissait plus pour pouvoir avancer dans le travail. Donc, il a fallu attendre en 2021 pour pouvoir réactiver ce groupe de réflexion. Donc, avec l'appui du PAM qui a mis à notre disposition un staff dédié qui est venu appuyer le Cash Working Group. Donc, suite à cela, on a pu quand même avancer dans les travaux, réactiver ce groupe de réflexion, avancer les premières analyses qu'on a présentées au CEC. Donc, le CEC, c'est le cadre élargi de concertation qui est dirigé, qui se réunit au niveau du dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires. Donc, on a présenté les premières analyses au CEC qui a validé cette analyse et puis qui nous a permis de continuer sur maintenant le calcul du MEB. Slide. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir avancer sur le calcul du MEB, le Cash Working Group a organisé un atelier national de 3 jours qui a duré 3 jours. Donc, c'était un atelier vraiment inclusif qui avait réuni tous les acteurs. Donc, il y avait les acteurs humanitaires, il y avait le gouvernement, mais également il y avait les coordinateurs des clusters
et plus les ONG nationales et internationales. On a tenu aussi à inviter quelques bailleurs. Donc, vous allez voir ici, on avait les systèmes des Nations Unies, les clusters, comme je disais, et puis les institutions du gouvernement. Donc, l'objectif de cet atelier, en plus de pouvoir sortir au moins la composition du panier par secteur, on a eu à travailler sur d'abord la composition du panier par secteur, les secteurs qui étaient présents, mais également présenter les différentes approches pour le calcul du MEB, comme on s'est basé sur l'expérience du RRM, qui est un peu avancée au niveau du Niger, mais également aussi on a fait appel à l'expérience de notre pays pour pouvoir édifier les participants. Après le deuxième jour, il y a eu la présentation sur les besoins et valeurs de transfert. Après, nous avons discuté sur l'évaluation des besoins sectoriels et la composition du panier, comme je disais. Donc, c'est au troisième jour que nous nous sommes accordés sur les analyses et aussi sur tout ce qui est plan d'action, tout ce qui est les données à utiliser, les sources de données à utiliser, et c'est là qu'on a pu dégager un panier provisoire. Slide. Donc, comme je disais, au Niger, donc, il fallait déterminer ce panier. Et nous avons utilisé aussi les approches. Donc, il y a eu une première approche que nous avons utilisée qui était basée sur les dépenses. Donc, pour cette approche, nous nous sommes basés sur les données de l'enquête EVIAM. Donc, EVIAM, c'est l'enquête de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des ménages, donc qui est réalisée par le PAM. Donc, cette enquête, nous nous sommes basés sur les données de 2012 à 2019 pour pouvoir calculer les moyens de dépenses des ménages, donc le montant moyen dépensé par les ménages sur les articles alimentaires, plus les articles non alimentaires. Ensuite, nous nous sommes basés également sur l'approche basée sur les droits. Donc, la convention de ce panier, ce qui fait, on a calculé ici les kilocalories et le nombre d'articles non alimentaires. Donc, il faut retenir ici que l'approche finalement retenue par le Niger, donc ce sont les deux approches, donc l'approche hybride, qui comprend les résultats obtenus avec les deux approches sélectionnées, et on a choisi une valeur intermédiaire. Slide. Voilà, donc là, c'était les conclusions de l'atelier que nous avons tenu pendant 3 jours. Donc, ces conclusions, c'était qu'il a été quand même difficile pour nous d'avoir tous les clusters pour participer à cet exercice. Et maintenant, au sortir de l'atelier, on n'avait pas un MEB finalisé. On devait encore continuer avec les consultations avec les clusters, avec les coordinateurs des clusters, pour pouvoir s'accorder sur un MEB sectoriel afin de calculer le MEB national. On était confronté aussi à une autre difficulté qui était une duplication de la composition des paniers. Donc, en ce qui concerne certains secteurs, comme WASH, comme ABNA, et aussi la protection. Donc, il fallait aussi discuter avec ces secteurs-là pour pouvoir s'accorder sur la composition exacte des valeurs pour pouvoir avoir un MEB national. C'est comme ce que je l'ai souligné tout à l'heure, on avait aussi faible expérience sectorielle parce que depuis 2012, c'était juste la valeur en sécurité alimentaire qui était utilisée au Niger. On n'avait pas les valeurs sectorielles pour les autres secteurs. Donc, c'était seulement le CECA, le cluster sécurité alimentaire, qui avait une valeur de transfert monétaire, aussi qui était calculée depuis 2012. Mais les autres secteurs, chaque secteur évoluait de son côté sans harmonisation des valeurs. Slide.
Donc voilà, comme Djaba l'a bien expliqué, le MEB est une valeur de référence pouvant être utilisée par les différents acteurs. Donc le MEB du Niger, on s'était basé sur la taille d'un ménage de 7 personnes avec les prix moyens régionaux et les prix moyens saisonniers que nous avons tenu compte. Donc maintenant ici, par rapport à cette valeur de ce panier, donc à la fin du processus, on est sorti en 2021 avec une valeur nationale. Donc je précise bien une valeur nationale de 81 300 francs CFA mensuels pour un ménage de 7 personnes. Mais le panier défini pourra être complété par des tops pour couvrir les besoins additionnels en cas de choc ou pour une assistance en nature par les éléments qui ne sont pas couverts. Donc, le Cash Working Group aussi pourra appuyer pour d'éventuelles informations et mettre en ligne également le MEB avec les valeurs de transfert. Slide. Donc, à la suite de ce processus, il fallait procéder à la validation de ce MEB national. Donc, voilà le schéma de validation que nous avons suivi. Il y a eu d'abord la validation, la présentation des résultats des travaux au multisecteur Cash Working Group, donc il les a validés. Ensuite, nous les avons partagés et présentés au niveau de réunion de l'intercluster. Et à la suite donc ça c'est le côté humanitaire. À la suite de cela, comme c'était une demande du gouvernement, on a présenté les résultats de ce groupe de réflexion, de cette analyse du MEB au comité élargi de concertation qui était présidé, comme je le disais, par le dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires. Donc, lors de cette présentation, le dispositif quand même, le comité a émis plusieurs recommandations, donc qui étaient de pouvoir travailler sur une note d'orientation de l'utilisation de ce MEB et aussi de procéder à la vulgarisation de ce MEB au niveau des autres services techniques de l'État. Donc ensuite, nous avons présenté les résultats au niveau du ministère de l'Action humanitaire. Comme le dispositif national ne concerne que les volets sécurité alimentaire, il a été recommandé pour les autres secteurs de pouvoir présenter au niveau de l'action humanitaire. Donc, l'action humanitaire qui a quand même tenu à réunir tous les autres services techniques. Et suite à cela, nous avons présenté ces résultats qui ont été validés. Ensuite, suite à cette validation, nous avons travaillé aussi sur des documents clés qui sont l'élaboration d'un guide d'utilisation de ce MEB. Donc là également, pour pouvoir travailler, on a constitué un groupe de réflexion qui a travaillé à l'élaboration de ce guide d'utilisation, qui a suivi le même processus de validation et ensuite qui a été mis en ligne en même temps que le MEB. Pour pouvoir, parce qu'au fait, au niveau du Niger, nous avons un système de collecte d'informations des données sur le marché agricole CIMA qui est mis en place et qui fonctionne. Donc, les acteurs utilisent ces données par rapport à l'évolution des prix sur les marchés. Ensuite, on a tenu à mettre en place un système de collecte des prix des articles non alimentaires. Donc, on avait fait un plaidoyer auprès du bailleur ECO, donc qui a tenu à financer RICH, qui faisait la collecte de ces informations au niveau des marchés, de quelques marchés, et qui présentait les résultats. Donc, les résultats, ces deux collectes nous permettaient de suivre l'évolution des prix et de pouvoir juger s'il est opportun de faire une mise à jour du MEB ou pas. Ce qui nous a permis de revoir le MEB au niveau, en 2000, donc le processus a commencé en 2022 pour finir en 2023.
Donc, next slide, nous allons voir. Voilà, j'avais parlé déjà des documents clés élaborés qui est le guide d'utilisation du MEB. Ensuite, next slide. Next slide, voilà. Donc, on a eu à, où est-ce qu'on en est? On a eu à faire une révision, comme je disais, du MEB qu'on a finalisé en 2023, suite à des consultations avec les clusters. Donc, ceci, c'était suite à, on avait remarqué une hausse des prix, donc suite aux différentes crises internationales. Donc, on a fait des consultations avec les coordinateurs des clusters pour voir si c'était opportun de faire une révision du MEB ou pas par rapport au montant. Ainsi, il y a eu la révision, c'était juste au niveau d'un seul secteur, éducation, qui a tenu à faire une révision en 2023. Donc, ce qui nous a amené de 81 300 à 87 300 au niveau du Niger en ce qui concerne le MEB. Next slide. Voilà. Maintenant, par rapport à l'utilisation actuelle du MEB, donc, pour avoir au fait la perception du MEB, pour avoir au fait une idée sur l'utilisation qui est faite par les acteurs de ce MEB, nous avons tenu à faire un surveil. On a fait un surveil au mois d'avril auprès des acteurs humanitaires pour voir l'utilisation de ce MEB. Donc, il est ressorti que 11% utilisent le MEB et que 2% n'utilisent pas encore le MEB. Mais au fait, ici, ce surveil, je ne dirais pas, n'était pas complet parce qu'on a reçu seulement très peu de réponses. Donc, c'est par rapport aux résultats reçus que nous avons sorti ce camembert. Mais toujours est-il que ça nous donne une idée vraiment de la perception et de la connaissance aussi du MEB au niveau des acteurs pour nous donner une idée également de l'évolution du niveau de connaissance par rapport au début quand on a commencé ce processus. Donc, les défis actuels par rapport à l'utilisation, comme je disais, on a présenté, il y a eu une chaîne de présentation de ces MEB par rapport à l'adoption. Au niveau du gouvernement, donc jusque-là, on n'a pas un alignement du gouvernement par rapport à ce MEB. Le gouvernement l'a adopté donc quand ce MEB a été présenté, mais jusque-là, le gouvernement continue, surtout en ce qui concerne la sécurité alimentaire, continue à utiliser l'ancien montant de transfert monétaire. Aussi au niveau des organisations, donc c'est maintenant que les organisations commencent à adopter et à utiliser ce montant dans leurs nouveaux projets. Et l'autre défi, surtout, c'est par rapport à l'analyse du DAP, donc ce qu'on appelle la valeur de transfert. Et il y a toujours une confusion entre le MEB et les valeurs de transfert. Ce que nous avons remarqué ici, c'est les organisations utilisent la totalité du MEB comme valeur de transfert. Et au début, c'était expliqué par le fait que ce sont des crises soudaines, donc des crises d'urgence où le ménage a tout perdu. Donc, c'était la totalité qu'il fallait transférer. Mais on a compris au fait qu'il y avait cette confusion et il fallait travailler dessus. Donc, nous sommes en train de travailler au niveau du Cash Working Group, de voir comment comment adopter et faire une révision de ce MEB et l'adopter au niveau de ce prix régional. Et ensuite, nous sommes en train de travailler aussi sur la vulgarisation du MEB, surtout au niveau des régions, parce que nous avons constaté lors de nos
différentes rencontres et participations aux rencontres, surtout aux rencontres des clusters au niveau des régions, des secteurs au niveau des régions, nous avons constaté qu'il y a très peu de connaissances de l'existence de ce MEB. Donc, on a constaté que ce n'était vraiment pas régional, c'était surtout au niveau national. Donc, on est en train de travailler sur un terme de référence pour pouvoir voir comment descendre au niveau des régions pour faire cette vulgarisation, mais également de voir comment procéder à des calculs donc, géographiques de ce MEB. Donc, les discussions, on a commencé avec le multisecteur Cash Working Group et je pense qu'on va pouvoir continuer dans ce sens. Slide. Voilà. Je pense que moi, je vais m'arrêter à ça et je vais passer la parole à Anna pour pouvoir nous présenter un peu le MEB de sécurité alimentaire et aussi la ration de valeur utilisée en ce moment. Parce que, comme je disais, il y a les 40 000 qui est le MEB, mais récemment, le secteur sécurité alimentaire a travaillé sur la valeur de transfert. Je vous remercie. C'est Anna et Ali. Oui, merci Fabima. Est-ce que vous m'entendez? J'ai parfois des problèmes avec mon micro. C'est bon? Ok, super. Ok, donc là, Fadima a expliqué le processus pour arriver au MEB. Et moi, je vais vraiment me concentrer sur la valeur de transfert, la ration, spécifiquement dans le secteur sécurité alimentaire. Donc, comme vous le voyez, il y a différents types d'interventions sécurité alimentaire. C'est la colonne tout à gauche, là, vous voyez. Donc, il y a SODU, l'assistance prolongée ou déplacée aux populations. Il y a le RRM. C'est les trois principales réponses sécurité d'urgence au Niger. Et il y a des rations différentes. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on part tous avec le même MEB. Le MEB ne change pas, quelle que soit l'intervention, ça range par ce qui va changer, c'est après la ration ou la valeur de transfert pour chaque type d'intervention. Donc, comme expliqué aussi là-bas pour le Cameroun, la valeur de transfert est déterminée sur base d'une analyse du food gap. En fait, donc, quelle est la différence entre le MEB, donc les 40 000 CFA, et ce que les ménages eux-mêmes peuvent apporter. Et c'est pour ça que la valeur de transfert finale est différente, parce que selon le type de population, ils n'ont pas la même capacité de couverture de leurs besoins. Donc, on va commencer tout en bas par le RRM. Donc, si vous voyez la valeur de transfert, c'est 40 000, c'est-à-dire équivalent au MEB. Parce qu'on estime que pour les déplacés récents, donc qui sont déplacés depuis moins de 6 mois, qui est la cible du RRM, je vois qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? J'avais vu avec Abdoulaye, il m'avait dit que c'était bon. Oui, de mon côté, c'est bon. Pour les autres, c'est bon? Anna, on t'entend très faiblement. Je m'en vais pas bien. Il y a des gens qui me disent oui et des gens qui me disent non. Donc, ça veut dire que c'est le niveau de connexion qui varie d'un point à l'autre. Donc, ceux qui ont des petits soucis de connexion, certainement, ceux qui n'entendent pas. OK. Bon, donc je continue. Donc, par exemple, pour le RRM, on estime qu'il faut donner le MEB alimentaire entier parce qu'on estime que les ménages ne peuvent couvrir à peu près 0% de leurs besoins. À peu près. Alors ça, il n'y a pas eu d'analyse pour le RRM. Ça, c'est un standard global du RRM en général. Après, pour la soudure, donc si on regarde la première ligne, on a fait une étude sur le food gap avec le gouvernement, donc avec le dispositif, sur base de PDM. En fait, on a fait des enquêtes de ménages, des post-distribution monitoring, sur les ménages qui avaient été assistés par le PAM lors de la soudure l'année d'avant. En fait, on est obligé de faire l'analyse sur ces ménages-là parce qu'ils sont représentatifs. On peut utiliser une enquête de ménage nationale, par exemple, les enquêtes qui sont utilisées pour le cadre individuel. Ça, c'est des enquêtes qui prennent toute la population en compte, pas uniquement les cibles de notre assistance soudure. Donc, sur base de ces PDM, on a fait une analyse du food gap
Et sur base de ça, on a calculé une valeur de transfert de 32 500 CFA. C'est-à-dire 40 000 moins ce que les ménages peuvent couvrir eux-mêmes, ça nous donne 32 500. Qui est à peu près, donc ce que vous voyez dans la dernière colonne, ça correspond à 80% du NI. Pour l'assistance protracted, donc l'assistance prolongée dans les zones de conflit, on a aussi fait une analyse food gap qui était un petit peu différente parce que là, on s'est basé sur les CNEM. Donc, en fait, il y a différentes méthodologies pour analyser le food gap. Il n'y a pas une méthodologie standard. Ça dépend un peu du genre de données que vous avez. Donc, là, on avait plus de données pour protracted. Donc, on a pu faire une analyse un peu plus rigoureuse sur base de l'ECMEL. Ça a été fait dans le contexte d'une jam, en fait. On a collecté ces données parce qu'on était en train de faire une jam avec le HCR. Donc, on avait vraiment un gros échantillon et puis des données très, très détaillées sur les dépenses, ce qui nous a permis de faire cette analyse. Là, on se trouvait avec une valeur de transfert de 26 000, donc plus bas que pour la soudure, qui correspond à peu près à 65% du FUI. Donc, tout ça pour montrer qu'en fait, la valeur de transfert, même si on part à la base du même individu, on peut se retrouver avec une valeur de transfert différente selon la population ciblée, selon la durée d'assistance aussi. Comme vous pouvez voir, par exemple, pour les protracted, c'est une assistance sur 24 mois, comparé à la soudure qui n'est que 3 mois. Donc, ça explique aussi la différence de valeur de transfert qui est plus basse pour les protracted, parce qu'ils le reçoivent sur 2 ans ou 4, comparé à la soudure où c'est que pendant 3 mois, et puis c'est vraiment au pic de c'est au moment où les prix sont les plus élevés, et c'est les ménages sont les plus vulnérables. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Fadima, pour la présentation du Niger. Donc, naturellement, nous sommes arrivés au terme des partages des expériences. Donc, plage aux questions-réponses. Bon, là, il y a déjà des questions qui ont été posées, d'autres spécifiquement pour les cash working group et bien d'autres de façon générale. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je propose qu'il y ait des réponses, bon, avec le micro, mes réponses groupées. Si on peut, 2-3 minutes pour le Cameroun et prendre en charge les questions qui le sont concernées. Et puis après, on va revenir au Niger. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je pense que malheureusement pour le Cameroun, comme on a commencé le premier, il y avait beaucoup de questions qu'Anna devrait prendre, mais elle pourra me compléter au besoin puisque c'est les mêmes questions, c'est la même méthodologie, effectivement. La première ici sur ma liste, c'est comment est-ce que la saisonnalité est intégrée dans le calcul du MEB. Rappelez-vous que lors de mon introduction, on a dit qu'il y a effectivement ces données des dépenses au niveau de la CFSVA, mais également on a les données des prix des 15 dernières années. Et là, on a calculé des moyennes en fonction de la saisonnalité. Les prix des denrées alimentaires ne sont pas les mêmes pendant la période de soudure ou post-récolte. Donc, il fallait voir cet effet de saisonnalité pour arriver à des prix moyens qui intègrent l'ensemble de ces variations. L'autre, c'est force-avantage. Pourquoi la force dépense est utilisée au différent des autres? C'est deux questions qui, à mon avis, se recoupent complètement. Il n'y a pas une méthodologie qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai pratiqué les deux méthodologies du MEB, de mon expérience, celle de HEA et celle de MEB basée sur les dépenses. On pourrait les lister, c'est des dizaines, mais je vous renverrai au manuel ou document que je pourrais mettre à la disposition d'Abdoulaye, qu'il a déjà, ça c'est évident. Mais pour ce qui concerne celle-ci, pourquoi on utilise cette approche, c'est qu'il y a cette partie dépenses des ménages pour véritablement voir la capacité réelle à l'échelle du ménage. Ça, c'est quelque chose de fondamental et de pointu dans l'analyse. Mais il y a cet effet également de saisonnalité et de temporalité. C'est-à-dire que tu as la possibilité de couvrir une temporalité assez longue, aussi longue que tes données sur les prix des différentes denrées te permettent de le faire.
Impact du financement, c'est justement de ne pas couvrir un échantillon vaste et varié. On parle du Cameroun, le continent, où véritablement il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et il te faut véritablement un financement conséquent pour pouvoir conduire une étude assez aboutie, scientifiquement rigoureuse. L'autre, c'est Livelihood. Effectivement, nous avons utilisé les données de Livelihood dans le questionnaire ménage qui permet effectivement d'intégrer l'ensemble de ces éléments de Livelihood. Eggman, j'en avais parlé, je pense qu'il faudrait qu'on partage des brochures techniques, je ne voulais pas beaucoup trop y revenir. Je disais qu'il y a la capacité économique du ménage et il y a théoriquement ce que le MBI représente. Théoriquement, une personne mange 2100 kcal par personne par jour. Et si on l'amène ça à l'échelle du ménage, à l'échelle des revenus et des dépenses du ménage, est-ce que ce ménage est capable de pouvoir couvrir l'essentiel de ses besoins calorifiques? S'il arrive à le couvrir, on dit qu'il a les capacités économiques. S'il n'arrive pas à le couvrir, on dit qu'il n'a pas les capacités économiques. Et cet élément transitoire dans la définition de la cohorte et de l'exclusion des zones hétérogènes est fondamental pour conduire le gap analysis. Je pense que c'est un élément qu'il faudrait garder en esprit. C'est juste une soustraction entre la capacité, les dépenses du ménage et les besoins essentiels théoriques qui sont calculés sur la valeur calorifique. Le riz, le mil, le niébé, il a une valeur calorifique et on a besoin au total de 2100 kcal. Ces 2100 kcal, ils coûteraient 10 000 francs. Mais au regard de tes dépenses à purement extraction, vous n'arrivez pas à couvrir ces 10 000 francs de besoin pour un service, c'est que vous n'avez pas les capacités économiques de pouvoir répondre aux besoins essentiels. C'est valable également pour la partie non alimentaire. Pourquoi pas l'approche droit pour les IDP? Je disais qu'il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Droit, hybride, approche des dépenses ou approche achat, ça dépend du contexte et vous devez faire une analyse contextuelle pour pouvoir déterminer est-ce que ici c'est l'approche droit. On a effectivement des personnes déplacées dans la partie NOZO, mais il y en a qui sont là depuis longtemps et du point de vue asset, du point de vue accès à la terre et un certain nombre de choses, ils ont encore accès à cela. Et du point de vue droit, c'était un peu difficile puisque l'accès à l'école, on n'avait pas l'historique des droits, entre autres. C'était vraiment compliqué au point que pour la partie alimentaire, on s'est limité à l'approche dépenses et pour la partie non alimentaire, on a utilisé l'approche droit pour combler les faiblesses des uns et des autres. Le SISMIS, on ne le prend pas en compte dans le calcul du MBI. C'est une autre composante, une autre analyse macroéconomique qui prend en compte le pouvoir d'achat, qui prend en compte les indicateurs macroéconomiques, le PIB, le secteur informel. Mais ce qu'on a fait, c'est de voir et de comparer par rapport au SISMIS, quelle est véritablement la couverture que nous avons dans ce cas de figure. Je pense qu'au dernier niveau, oui, c'est ce que j'avais retenu comme question. À vous. Ah, ok. Merci beaucoup, Diaba. Bon, je ne sais pas, puisqu'on est pratiquement au terme du temps, mais côté du Niger, s'il y a quelque chose peut-être que vous voulez partager. Mais sinon, bon, les questions qui sont vraiment spécifiques au cas Shelton Group, nous pouvons les recenser. Et pour les autres, bon, qui sont d'ordre général, on peut... Donc, s'il y a quelque chose côté du Niger avant la clôture, donc vous avez la parole. Juste rapidement. Je vois deux questions qui sont adressées à moi. Je peux peut-être répondre rapidement. La première, c'est pourquoi le gouvernement du Niger n'utilise pas le MID actualisé. En fait, ils utilisent le MID actualisé. Donc, les 40 000, ça, c'est utilisé par tout le monde. Après, sur la ration, pas la valeur de constat, ils utilisent aussi les 80% qu'on a montrés, qui s'appliquent à la fois aux distributions en livres et aux distributions en cash. Et le gouvernement au Niger, pour la soudure, ne fait que des livres. Et leur ration correspond à 80% de la ration pleine, de même que le paiement, quand on dit 80%, ça s'applique aussi bien au livre qu'au cash. Donc, le gouvernement utilise bien ça.
Ensuite, la différence des pourcentages entre RRM, soudure, tout ça, pour les 180, c'est ça que j'expliquais en fait. Ça dépend du full gap. Le full gap n'est pas pareil pour RRM qu'un ménage soudure, qu'un ménage protracted. Et du coup, la ration va être différente. C'est-à-dire qu'un ménage RRM ne peut pratiquement couvrir aucun de ses besoins, donc il va recevoir 100% du LLD, alors qu'un ménage protracted peut couvrir à peu près 45% de ses besoins, donc il ne va recevoir que 65% de ses LLD. Ça, ça clarifie. Merci beaucoup, Anna. Il y a eu pas mal d'autres questions au tout début qui sont même revenues sur le quiz que nous avons fait. Bon, pour ça, on ne va pas revenir là-dessus puisqu'il y a des questions, notamment différence entre MIB et valeur de transfert que nous avons vues. Bon, je pense qu'on a couvert autant que possible les questions que vous avez posées. Le temps que nous avons prévu pour ce webinaire arrivé à son terme. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier tous et toutes pour votre participation active à ce webinaire. Et merci surtout au Cash Working Group du Cameroun et du Niger qui ont bien voulu partager leur expérience, qui ont servi de base pour les échanges et les questions que nous avons eues. Nous nous excusons aussi pour des soucis techniques que nous avons eus, notamment avec Anna pour sa connexion. Certains qui ne l'entendent pas, d'autres ont pu l'entendre. Nous nous sommes désolés pour ça. Aussi désolé pour des questions qu'éventuellement nous n'avons pas pu, ou les panélistes n'ont pas pu les prendre en compte, mais ce n'est que partie remise. Donc, merci encore à tous et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci à tout le monde. On peut arrêter l'enregistrement.